Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 20, partie 2, les millets, des espèces à redécouvrir. Dans la première partie de cet épisode, on a échangé avec Thomas de l'équipe Biodiversité cultivée et recherche participative d'INRAE, qui travaille sur la partie agronomique de la culture du millet, et notamment l'équipe fait un travail pour remettre au goût du jour cette famille peu consommée que sont les millets, pour augmenter leur biodiversité cultivée et faire prendre de l'importance du coup à cette famille d'espèces pour que les gens l'utilisent de plus en plus dans leur cuisine en France. Et pour ça notamment, ils se sont associés à des cuisiniers pour faire des dégustations de millets et voir parmi ceux qu'ils étudiaient pour leurs intérêts agronomiques, lesquels étaient intéressants aussi d'un point de vue culinaire. Et du coup, vous le verrez, dans la fin de cet épisode, on fait le lien avec notre méthodologie des PEPS, puisque c'est celle qui est appliquée dans cette expérimentation, parce qu'en fait, il faut faire le même travail qu'on fait au niveau agronomique, à l'échelle de nos assiettes, pour tester les variétés. Désolée par avance pour la différence de qualité de son entre ma voix et la voix de Robin et Xavier. Il y a eu un petit problème pendant l'enregistrement. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Cultiver la biodiversité, on a deux invités avec nous qui sont Xavier Hamon et Robin Petitpierre, et donc qui sont deux artisans cuisiniers. Parce que pour nous, c'est important de cultiver la biodiversité, mais on la cultive aussi pour un usage. Et là, on va se concentrer sur un usage plutôt culinaire, parce que comme on l'a déjà dit, il y a aussi d'autres usages à la biodiversité cultivée, notamment pour se vêtir ou pour se loger. Et donc, on va se demander ensemble dans cet épisode comment on peut diversifier notre alimentation, mais aussi comment on fait pour valoriser la diversité cultivée, tout en prenant en compte des critères culinaires. Parce que jusqu'à maintenant, dans les épisodes qu'on a fait, on s'était plutôt concentré sur les intérêts, on va dire, agronomiques de la biodiversité cultivée. Et là, on va voir aussi qu'il y a des intérêts culinaires à cette diversité. Donc cet épisode est la deuxième partie de l'épisode consacré au millet. Si vous n'avez pas écouté la première partie avec Thomas, on vous invite à aller l'écouter. Donc comme je l'ai dit, on va se focaliser sur une espèce ou plutôt un groupe d'espèces que sont les millets. Alors Xavier et Robin, bonjour. 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 Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et puis présenter votre parcours? Et puis Xavier, je vais te proposer de commencer. Eh bien, merci. Moi, mon parcours, il est assez classique dans un premier temps. Je suis artisan cuisinier, formé de façon très traditionnelle et classique dans les années 80 à la gastronomie française, et puis après un parcours dans des restaurants étoilés, ce qu'on appelle aujourd'hui la haute gastronomie, et puis diverses expériences dans d'autres domaines. Mais cette première expérience s'est arrêtée au bout d'une petite dizaine d'années. Parce que je me retrouvais, si je prenais toujours autant de plaisir à cuisiner, je prenais plus beaucoup de plaisir à être dans l'environnement humain qu'étaient les cuisines. Et à force d'être, soit de subir, soit d'être témoin de maltraitances multiples, j'ai décidé d'arrêter ce métier. Mais par chance, j'ai pu le reprendre une dizaine d'années après. Et c'est là qu'il y a un lien avec notre propos d'aujourd'hui, puisque quand j'ai redémarré la cuisine en 2004, j'avais pour ambition peut-être d'explorer à nouveau une autre façon de travailler en cuisine et de pas reproduire ce que j'avais vécu. Et petit à petit, même assez rapidement en fait, j'ai rencontré un monde agricole qui pour moi avait complètement disparu. C'est celui qui cultive la biodiversité, qu'on appelle aussi l'agriculture paysanne. Et à force de rencontrer des maraîchers, des éleveurs de type un peu particulier, puisque tous étaient
concerné par l'histoire des semences de variétés population ou par les races locales ou pour la pêche d'autres espèces que les espèces dominantes, eh bien, j'ai compris qu'il y avait certainement une responsabilité aussi en cuisine en continuant et en traduisant leur travail dans une assiette et en prenant ma responsabilité de cuisinier pour réinterroger tout ce que j'avais pu apprendre ou désapprendre. Et, c'est là que j'ai découvert la question de la biodiversité, mais aussi du lien entre l'alimentation et ce qu'on connaît tous bien maintenant aujourd'hui, l'environnement, le climat, mais aussi le social, l'économie. Et forcément, tout ça a fortement interrogé ma pratique, ma façon de faire. Et comme il n'y avait pas de mode d'emploi, eh bien, on s'est mis à réfléchir à plusieurs parce que j'étais pas tout seul dans ce cas-là au début des années 2000. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres artisans cuisiniers qui se posaient les mêmes questions un peu sur tout le territoire français. Et on a fini par organiser et puis créer une association qui s'appelle aujourd'hui l'Alliance des tables libres et vivantes. Et cette association, elle a été fondée pour reconquérir des droits à cuisiner autrement et revendiquer un autre métier, celui d'artisan cuisinier. Et voilà, donc cette association-là, elle revendique un autre type de formation, un autre rapport au travail, un autre rapport au métier, un autre rapport au vivant. Déjà, dans ces trois-là, il y a déjà de quoi faire. Et, euh, et donc, nous, on voudrait que ça aboutisse par une législation. Donc, le combat de cette association, c'est vraiment de revendiquer cette pratique différente, qu'on ne soit plus confondu avec d'autres cuisiniers, et que ce soit socialement, économiquement, agronomiquement, culinairement parlant, soit regardé autrement, et qu'on acquiert des nouveaux droits, pour pas être obligé de se précariser pour travailler autrement. Voilà, en résumé un petit peu mon parcours. Et puis, cette association d'artisans cuisiniers, elle a aussi décidé de s'attaquer aux questions de la formation. Et c'est ce qui m'a amené à rencontrer le projet autour du millet et du sorgho, puisque est né en 2019 l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, qui est un centre de formation, mais pas que, puisque on tente de réinventer les formations à partir de notre pratique et en s'inspirant des travaux d'ingénierie pédagogique qui nous paraissent intéressants, pour pas être dans un discours académique et de reproduction des élites, et plutôt de re-questionner le terrain et voir comment on peut trouver aussi des nouvelles formes pédagogiques pour enseigner la cuisine. Donc c'est forcément c'est une façon de faire qui doit être très très en lien avec les métiers qui produisent, qui font à manger. Et donc on fonctionne sur la partie pédagogique avec une quarantaine d'intervenants divers et variés qui viennent en fonction des sujets qu'on aborde. Même si à force de les côtoyer, j'ai beaucoup de notions en agronomie, je ne remplacerai jamais un agronome quand il s'agit de parler d'un sol. Donc c'est un agronome qui vient ponctuellement parler de ce que c'est qu'un sol, de quoi c'est constitué, quels sont les enjeux, par exemple. On a un deuxième pilier qui est le pilier de la recherche. Et donc notre objectif de l'université, c'est aussi de nourrir ces formations de travaux de recherche, qu'ils soient sociologiques, anthropologiques, mais aussi biologiques. Et dans ce cadre-là, eh bien, on sait notamment par l'histoire des semences de variétés population qu'il y a un énorme travail qui est à faire pour la recultiver, cette biodiversité. Et c'est là qu'on a participé à la création d'une association, d'un établissement semencier que vous connaissez bien, qui est Graines de Liberté. Voilà, puisque je sais qu'il y a déjà eu des podcasts avec eux. Et on a un troisième pilier qui est celui des projets, ce qu'on appelle nous les projets de territoire. Ça se traduit par une programmation culturelle alimentaire. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on essaie de trouver des prétextes pour croiser le grand public et parler des métiers et non plus seulement de la végétalisation des assiettes, de la production propre, durable, etc. Mais de bien expliquer que si on veut bien manger, il faut bien produire. Pour bien produire, il faut des producteurs, des maraîchers, des éleveurs, des cuisiniers qui sont bien traités, qui sont bien dans leur bottes. Voilà. En gros, le résumé de notre petite aventure jusqu'à aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et juste, tu peux nous repréciser, l'université, elle est basée à Quimper, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, c'est une université un peu particulière. Le mot université, on l'assume parce que justement, on veut pas un entre-soi culinaire, mais bien une ouverture sur tout le monde et d'autres métiers.
et bien faire comprendre que le métier de cuisinier lui-même est pris dans ces enjeux-là et que on est loin de la représentation qui peut en être faite. Donc cette façon de faire université avec les gens, c'est aussi l'enjeu et donc on est basé à Quimper, mais on n'a pas de mur. Donc on fait tout ça hors les murs, que ce soit les formations, que ce soit la recherche ou que ce soit les projets de territoire. C'est une particularité qui parfois peut paraître handicapante, mais en fait ça nous permet d'avoir un vaste réseau. Merci beaucoup. Et ben, Robin, si tu veux bien te présenter. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu moins fourni que celui de Xavier. Moi, je suis de la cuisine depuis 6 ans. Donc voilà, ça fait 6 ans que je suis revenu à Rennes. Avant ça, en fait, j'étais en région parisienne. Je travaillais dans le milieu du bar. Donc, j'étais dans la restauration déjà, mais voilà, j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans le milieu du bar, des bars à cocktails, bars d'hôtel, dans des bistrots également. Donc voilà, pas mal d'établissements assez différents. En rentrant en Bretagne, donc il y a 6 ans, j'ai eu envie de changer, de commencer enfin, voilà, de revenir à mes premiers amours entre guillemets, donc la cuisine. J'avais entamé avant de travailler dans le bar en fait des études de cuisine que je n'avais pas fini. J'avais commencé un BTS en fait en hôtellerie-restauration que je n'ai pas terminé. Voilà, j'ai pris la décision en fait de travailler dans le bar parce que j'ai eu mes opportunités, voilà, de travailler dans des beaux établissements à Paris. Voilà, j'ai fait mon bout de chemin dans le bar pendant plusieurs années. Et en rentrant à Rennes, bah voilà, je suis revenu un peu à mes premières volontés en fait dans la restauration, bah, de travailler en cuisine. Donc ça a fait sens, voilà, parce que je voulais me consacrer un peu plus voilà à la création et moins au relationnel en fait que j'avais avec les clients. Donc voilà, je suis parti un peu de zéro. On m'a donné une opportunité pour travailler dans une cuisine dans une salle d'escalade à Rennes, dans laquelle je suis resté 1 an. Là, une porte d'entrée qui m'a permis ensuite de travailler dans un restaurant de burgers, un restaurant de street food et burgers, dans lequel voilà j'ai appris à travailler assez de manière méthodique, de faire voilà, de travailler en plus gros volume, de gagner en organisation sur un poste de cuisinier. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis à la Basse-Cour, un tiers-lieu en fait situé à la Prévallée à Rennes, un tiers-lieu qui est vraiment aux portes du quartier de Clenay. Je travaille en fait dans cette guinguette depuis 3 ans. Et donc c'est la première année en fait où je prends un peu le poste, la responsabilité de responsable de cuisine au sein de la guinguette. Donc c'est un lieu voilà qui défend en fait des valeurs de bien manger. On travaille en collaboration avec pas mal de producteurs locaux. Voilà, on défend un peu cette alimentation durable au sein de la guinguette, tout en essayant de garder une accessibilité aussi tarifaire. Voilà, c'est un peu un travail assez compliqué au quotidien, mais voilà qui nous semble essentiel nous de pouvoir donner accès à l'alimentation, à une bonne alimentation au plus grand nombre en fait au sein de la guinguette. Donc voilà, cette guinguette a aussi un projet social sur le quartier de Clenay. Il y a plusieurs actions qui sont menées sur le quartier en collaboration avec le centre social de Clunet. Et voilà, donc on essaye au maximum de mélanger les publics au sein de la guinguette. Et voilà, on a une programmation culturelle qui est aussi qui se déroule tout au long de la saison, que ce soit musicale, que ce soit aussi culturel au niveau des ateliers de cuisine sur la basse-cour. Il y a vraiment un programme qui est très varié. Donc voilà un peu pour le lieu de la basse-cour dans lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. Et donc voilà, cette année j'ai repris on m'a confié un peu le poste de chef et proposé de participer aux recherches du coup avec Xavier, recherche sur le millet qui avait été initiée l'année dernière par Xavier et Maxime Vignon, voilà, qui travaillait à la basse-cour l'année dernière. Donc voilà pour mon parcours de cuisinier. Ouais. Super, merci beaucoup. Et du coup, je vais vous poser une des 2 questions signature du podcast qui est: qu'est-ce que c'est pour vous la biodiversité cultivée? Est-ce que Xavier, tu veux commencer? La biodiversité cultivée, eh ben justement pour moi
c'est mettre l'accent sur un autre volet de la biodiversité qui passe souvent sous silence ou sous les radars, qui est celle qui nous sert à manger. Et en, en parallèle de ce que tout un chacun comprend très bien dans le terme de biodiversité d'une manière générale, c'est l'environnement. Sauf que on a quand on parle de biodiversité cultivée, pour moi, c'est toute la variété que j'imagine arriver dans ma cuisine. Pour moi, c'est ça. Euh, et qu'elle soit végétale ou animale d'ailleurs. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Donc pour moi, la biodiversité cultivée, c'est vraiment très très en lien avec la question de la multiplication de la et de toutes les semences de variété population pour rester dans le végétal. Donc moi, j'ai besoin en tant que cuisinier pour m'adapter aux saisons, pour m'adapter aussi au lieu où je cuisine. Si demain j'allais cuisiner dans le sud, eh ben, je pense qu'une des seules façons pour moi de comprendre le territoire du sud, c'est de m'intéresser à cette biodiversité cultivée, parce que c'est celle que je vais recevoir dans mon assiette et je pourrais pas du tout faire la même cuisine qu'en Bretagne. Euh, les techniques sont les mêmes, mais l'expression est forcément très différente. Super, merci. Et pour toi, Robin? Pour moi, ouais, je pense que c'est à peu près la même chose. Bah, c'est pour moi, c'est l'ensemble, c'est un peu l'ensemble des espèces qui est cultivé au sein d'un terroir, propre à un terroir, voilà, qui vont, la biodiversité cultivée, voilà, c'est contribuer à garder un écosystème en bonne santé, quoi. Je pense que c'est important d'avoir cette variété d'espèces et de cultivées au sein d'un même territoire voilà pour que ce soit pour que nous en cuisine on puisse le avoir cette variété, enfin cette richesse de pouvoir proposer des choses différentes. Merci. Je suis très contente en tout cas de pouvoir échanger sur ça, comment votre créativité, elle peut aussi s'exprimer grâce à cette biodiversité cultivée. Et bien maintenant, je vous propose de nous concentrer sur le sujet de notre épisode qui est le millet, ou plutôt les millets. Et est-ce que vous pourriez commencer par justement nous présenter un peu euh, les millets, qu'est-ce qu'ils sont, et puis d'un point de vue surtout de la cuisine. Donc, est-ce que c'est un type d'aliment qui est beaucoup utilisé, ou est-ce que qu'il est consommé majoritairement dans le monde? Est-ce qu'en France, on a beaucoup l'habitude de le consommer? Et puis aussi un peu grossièrement, comment on le consomme? Moi, je veux bien m'essayer à la réponse à toutes ces questions. Puis Robin, je te laisserai compléter. Euh, Ça va. je me permets de prendre la main parce qu'en fait, à la première session, c'est là que ça a été travaillé. Et Robin n'était pas présent. J'avoue que j'ai pas révisé complètement, mais par contre, je peux quand même répondre en tant que cuisinier à ces questions-là. Le millet est très peu utilisé chez nous, en France, en Europe en particulier, mais en France. Et d'ailleurs, ça arrive très très rarement dans une cuisine. En tout cas, pas dans les apprentissages, pas dans ce qu'on connaît. Le millet, on pense tout de suite au millet pour les oiseaux. C'est le réflexe commun. Donc de là à imaginer qu'on puisse le manger, c'est un pas qui est pas évident à franchir. Il faut quelques étapes. Mais par contre, il est consommé ailleurs. Et justement, à cause de grâce à ses qualités agronomiques, puisque moi, ce que j'en ai retenu et qui me paraît le plus intéressant, c'est que il est très peu gourmand en eau et que c'est une culture qui effectivement commence à avoir des intérêts majeurs. Vu les climats qui nous attendent. Et donc, il est forcément très consommé dans des pays qui ont ces problématiques-là, parce qu'ils ont eu besoin de conserver cette caractéristique-là. On le retrouve en Afrique sous différentes formes, et sous différents noms d'ailleurs, mais on le retrouve vraiment dans les pays chauds. On le retrouve aussi en Asie par culture. On le retrouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc vraiment, c'est une plante qui, dans une cuisine de nécessité, dans une cuisine ou dans une agriculture vivrière, et l'agriculture vivrière, elle peut pas faire fi du climat, des sols, etc., puisque l'enjeu n'est pas d'exporter, mais bien de se nourrir. Et bien là, le millet est encore consommé, puisque enfin, je vais pas parler de bon sens, parce que le bon sens de l'un à l'autre, ça peut changer, mais en tout cas, l'expertise agronomique, elle a
naturellement conserver le millet. Et alors comment il est consommé? Un peu comme toutes les céréales. Alors là, pour le coup, il y a pas de grande découverte. En graines, cuites un peu comme une semoule, finalement utilisées comme une semoule, et aussi beaucoup en farine, donc écrasée et mangée sous forme de galettes, de bouillies. Voilà, encore une fois, on n'a rien inventé. On va retrouver à peu près toutes les caractéristiques de l'utilisation simple des céréales. À la différence près, c'est qu'il est exempt de gluten. Donc, on va pas pouvoir le. Mais par contre, sous forme de galette, sans aucun problème. Donc voilà un petit peu très très grossièrement comment comment je peux dresser le portrait de la consommation du millet. Alors avec quand même une petite différence, c'est que y compris dans des pays, je pense notamment à l'Inde, euh, qui euh, qui a qui a été aussi envahi par l'agro-industrie et la monoculture. Ce sont des consommations qui pourraient avoir tendance à disparaître aussi au profit des variétés et du processus qu'on connaît tous ici en Europe et en Amérique du Nord, qui est une monovariété, des semences hybrides labellisées Monsanto et compagnie, et qui inondent le marché de l'alimentation. Euh, je pense à Madagascar notamment aussi, où c'était une île qui était autonome en riz notamment, en millet j'imagine aussi, mais qui était autonome dans sa consommation de riz et qui aujourd'hui en importe du fait voilà des choix qui ont été faits de monoculture et qui ont détruit toute l'histoire agricole avec les semences de riz adaptées, etc. Donc le millet fait pas exception, mais à ce processus-là, mais il est encore très présent dans les lieux où l'agriculture vivrière a un sens nourricier. Alors sur la partie plutôt française, il y avait une longue tradition de la consommation de millet, notamment en Vendée et en Gironde. On retrouve ça dans des écrits 17, 18e, où on voit effectivement il y a des registres qui relatent le volume de production dans ces deux régions-là qui sont les plus importants en France. Et si en Gironde ça a disparu, en tout cas le gâteau de millet reste une référence en Vendée. C'est à peu près le dernier usage euh, commun, je dirais pas journalier, mais fréquent du millet en France. C'est dans cette région-là, avec plutôt une version un peu sucrée du gâteau de millet. C'est à peu près le seul vestige qui nous reste de cette consommation-là. Voilà, pour la petite historique. Du point de vue du cuisinier, voilà, je pense qu'un historien ferait d'autres commentaires, mais voilà ce que j'en ai retenu. Ok. Et tu mentionnais du coup, oui, le fait que le millet commence aussi dans les pays où on le consomme euh, en plus grande quantité, commence un petit peu à diminuer. Est-ce que tu as une idée de si la culture, elle a été abandonnée en France pour les mêmes raisons? C'est une bonne question. J'imagine que oui, puisque le blé a supplanté toutes les autres céréales quand il s'est agi voilà, de nourrir en plus grand. Après, c'est pas simplement le blé qui aurait remplacé le millet, c'est aussi parce qu'on voit qu'il y a des blés qui sont très intéressants. Il y a des variétés de blé qu'on a sélectionnées qui peuvent nutritionnellement parlant être et gustativement parlant très très intéressants. Donc que les deux puissent cohabiter, ça me paraît essentiel. Maintenant, comment il a disparu? Je pense quand même que c'est le même phénomène, c'est-à-dire que à partir du moment où on a trouvé quelque chose d'extrêmement productif et qui arrangeait le monde des produits phytosanitaires, des grandes meuneries, et qu'on s'est habitué au pain blanc, une céréale comme le millet n'a plus beaucoup de sens. C'est aussi la façon dont on a consommé la céréale qui a beaucoup évolué, qui a mis de côté le millet. Voilà, on est habitué aujourd'hui à du pain insipide, mais à pain blanc qui a à peu près aucun intérêt, sauf celui de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Euh, mais voilà, mais ça reste la consommation majeure. Quand on voit le développement du burger, par exemple, on continue à manger du blé dans le burger en grande quantité avec
avec des pains burgers. Et ben voilà, est-ce qu'il reste de la place pour autre chose, une alternative une fois est-ce qu'on va manger un dessert au millet après un burger? Je crois pas. C'est tout ça qui est en jeu et qui a fait disparaître cette céréale-là, comme d'autres variétés de lentilles par exemple, comme d'autres légumineuses, comme d'autres céréales. Oui, oui, donc c'est à peu près le phénomène. Alors certainement que c'est pas tout à fait la même chose en Europe que dans d'autres pays, parce que je pense à Madagascar encore une fois qui est un bon exemple. Ce phénomène s'est passé en force. Il y a eu des choix qui ont été imposés à la population, ils n'ont pas eu le choix. Nous, certainement que ça a été un peu plus insidieux en passant par le monde agricole, à qui petit à petit on a forcer la main, mais sans le dire vraiment. Donc, certainement que la méthode était différente, mais c'est à peu près le même phénomène, oui. Merci beaucoup. Je vous propose du coup plusieurs fois, vous avez évoqué le fait que dans le cadre de l'USPG ou dans le cadre de ton travail à la basse-cour, vous avez été amené à faire des expérimentations sur le millet. Est-ce que Xavier, tu veux bien nous rappeler le contexte de comment vous vous êtes retrouvés du coup, à travailler sur le millet, surtout si au jour d'aujourd'hui il est assez peu utilisé. Eh ben, effectivement, on va revenir à l'histoire de Graines de Liberté, puisque c'est comme ça que j'ai croisé le monde de la recherche. Et depuis le début de l'histoire de cette maison semencière, on a croisé en permanence la recherche, donc aussi le stock des variétés de semences, de variétés de population qu'on pourrait remettre en culture, le monde des artisans semenciers, puisque c'est eux qui font le travail de sélection, et le monde des maraîchers. C'est grâce à eux que derrière ça se transforme en légumes et la transformation. Donc cette filière-là, on la travaille depuis 2018 à peu près. Et au cours de ce travail-là, c'est là que j'ai rencontré le laboratoire de recherche de Véronique Chable à l'INRAE, et qui nous a proposé à l'USPG justement de participer au défrichage, plutôt que de travailler uniquement en silo, d'un côté les chercheurs, les agronomes, et puis de l'autre côté les paysans, et puis dans un troisième temps les cuisiniers. C'était plutôt de faire ce travail de recherche tous ensemble, dans un premier temps, l'utilisation du millet, sans parler vraiment de l'espèce. Donc le premier travail, ça nous a servi peut-être à apprendre à travailler ensemble. J'avoue que moi je ne suis pas de culture scientifique, et sur la méthodologie, c'était une bonne occasion de s'y coller, et puis d'adapter aussi à ce que peut proposer comme compétence un cuisinier dans ce type de recherche-là. C'était une façon aussi de croiser des connaissances des scientifiques, et le peu de connaissances du cuisinier, pour le coup, à l'époque sur le millet. Et donc l'idée, ça a été ça, c'était à partir des premières récoltes qui ont été faites à Rennes, de millet, de voir comment le cuisinier pouvait s'emparer de cette graine-là et imaginer le cuisiner. Essayer de commencer à partir d'une espèce commune, et d'ailleurs qui n'a pas forcément été identifié clairement, puisque parfois le premier échantillon venait de l'INRAE, le deuxième moi je l'avais acheté en magasin spécialisé bio, pour le cuisiner, parce que je trouvais intéressant aussi de cuisiner, de tester ce qui était à disposition du grand public, sans forcément savoir quelle était la variété ni le producteur. L'essentiel était que ce soit bio. Et voilà, donc c'était la première étape. J'avoue que moi, ça me plaisait beaucoup de travailler la question, et en même temps, voilà, c'était vraiment l'occasion de se rapprocher des métiers. À l'USPJ, on dit souvent que on peut pas penser la cuisine sans s'adosser à des connaissances. Et ben là, pour le coup, on a mis les pieds dedans, les pieds et les mains dedans, dans les connaissances, et on s'est nourri des premiers travaux qui avaient été faits par le laboratoire de l'INRAE. Voilà. Le contexte c'était celui-là, et l'idée c'était aussi de pas le faire tout seul, et de faire du lien entre territoires, puisque naturellement, Quimper, Rennes, vu de loin c'est très proche, vu de la Bretagne c'est pas si proche que ça, on est presque à l'opposé géographiquement, donc il
Il y a 2 bonnes heures, voire plus parfois, pour rejoindre Rennes, de chez moi. Donc, le point d'ancrage à la basse-cour, il était intéressant. Aussi parce qu'il y a une histoire entre, ce laboratoire de l'INRAE et la basse-cour à travers la fête du chant à l'assiette qui a lieu tous les ans au mois de septembre, si je ne m'abuse. Enfin, Romain, tu me corriges si, Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, ouais. Ça a lieu tous les ans au mois de septembre. Mais oui, c'est une fête qui a pour vocation, voilà, de faire du lien entre producteurs et c'est une grande fête en fait sur une journée à la basse-cour où voilà, on a un marché de producteurs qui est présent, des concerts, on fait à manger enfin, voilà, à la guinguette et voilà, ça rassemble énormément de monde. C'est un gros week-end pour la basse-cour et à la Prévallée, ça draine pas mal de personnes. Voilà. je voudrais juste compléter sur l'intérêt de cette expérimentation, c'était aussi, pour nous, quels que soient les partenariats qu'on développe, c'est toujours l'occasion de parler aussi du fond, de pourquoi on existe, et pas simplement voilà, de se focaliser sur un sujet commun. Et là, par exemple, sur la question de la recherche participative, nous, ça faisait longtemps qu'on n'en faisait plus, qu'on refusait d'en faire tant que les termes du contrat n'étaient pas équitables. Je m'explique souvent, les métiers qui sont sollicités par la recherche pour participer à la recherche participative se contentent des retombées médiatiques de la recherche ou et grosso modo l'échange c'est bah venez nous aider et puis vous bénéficierez des fruits de la recherche donc donc pas besoin de vous payer, voilà. euh, et c'est très très souvent le cas, donc nous on avait décidé de refuser ce genre de et de le dire et de dire pourquoi on refusait. Et donc, c'est aussi ça qui était important dans la discussion avec Véronique et son équipe, c'était que, bah, effectivement, il n'était pas question qu'on mobilise du temps de travail sans rémunération ou sans contrepartie financière, puisque alors, il y a les déplacements, c'est une chose, mais il y a le temps qu'on y passe. Et le temps qu'on y passe, il est aussi lié au temps de réflexion, de pensée, tout ça se prépare, s'anticipe. Et que c'est pas moins de travail, c'est aussi, voilà, et on est très attaché à la valorisation de la participation de qui que ce soit à ce type de recherche. Et donc ça a débouché effectivement sur une convention financière, enfin sur l'objet du travail en commun, mais aussi sur l'aspect financier. Et ça pour moi c'était très important, sinon on l'aurait pas fait. Ah, c'est super intéressant. Oui, puis comme tu disais, l'Alliance des tables libres et vivantes, elle défend ce qui est le métier en fait d'artisan cuisinier et ça passe aussi par là pour que tout le monde puisse participer, puisse apporter ses connaissances et justement apprendre aussi. En fait, comme tu dis, c'est aussi beaucoup de temps la recherche participative, de construire un vocabulaire commun, d'apprendre mutuellement de ces méthodologies et en tant que chercheuse ou en tant que artisan, on, on a besoin de ce temps long pour s'acclimater, on va dire, au métier de l'autre, quoi. Donc, c'est très intéressant. Merci d'avoir précisé ça. Peut-être, Robin, je vais te proposer là du coup de préciser ce qui s'est passé la deuxième année, donc suite au travail de réalisation plutôt de recettes et d'appropriation de l'espèce, on va dire. Qu'est-ce que cette année vous avez fait sur les millet? Comment vous vous êtes organisé? Combien de temps ça vous a pris justement de continuer ces expérimentations-là? Alors cette année, en fait, on s'est concentré sur les essais de variétés de millet. Donc en fait, variétés différentes de millet. Et pour nous, le but, ça a été de les caractériser gustativement. Et donc en fait, pour ce faire, on a cuisiné le millet de 4 manières différentes, 2 recettes salées et 2 recettes sucrées. Pour chaque variété. Pour chaque variété, voilà. Donc ça a été un bon travail euh, de préparation et de dégustation aussi par la suite. Voilà, donc les 2 premières recettes salées. En fait, le but c'était vraiment de pas dénaturer la céréale. C'était des recettes très simples en fait. C'était une cuisson toute basique à l'eau salée. Et la seconde recette salée était une galette de millet en fait cuite au faux. Voilà, voilà pourquoi la cuisson à l'eau salée. Ben en fait là c'est la cuisson vraiment de base.
avec laquelle on va réussir à déterminer plusieurs aspects gustatifs du millet, donc voilà, pour vraiment l'avoir le plus nature possible, définir sa texture, définir sa capacité à absorber l'eau, mais aussi voilà son goût, son odeur, et puis sa couleur, quoi. Donc voilà pour la cuisson à l'eau. Ensuite, on a une cuisson au four un peu différente, donc avec un appareil très simple à base de yaourt et d'œufs, donc cuit des petites galettes reformées et cuites au four qui permettent voilà d'évaluer la capacité du millet à développer des saveurs une fois torréfié, une fois cuit au four et donc voilà, avec un aspect plus croustillant forcément. Et ensuite deux recettes sucrées. Donc la première, une bouillie en fait toute simple à base de farine de millet et une bouillie en fait sucrée à l'eau, façon porridge un peu. Voilà, qui nous a permis de définir en fait le millet et ce qui en est ressorti un petit peu sur ces nuits, c'est qu'on a observé en fait une amertume de la farine de millet, voilà, qui pouvait être intéressante ou pas du tout suivant le degré d'amertume. Après voilà, c'est propre aussi à nos palais européens. Je pense que dans certains pays, voilà, il y a cette amertume peut être recherchée ou peut être commune en fait et normale pour les gens qui la consomment. Et la seconde recette était voilà, un gâteau 4 quarts façon très simple, donc 4 quarts à base de farine de millet. Et, euh, et là, en fait, le millet vraiment caractérise la pâtisserie en fait de ce qui en est ressorti, c'est que voilà, on a observé que le millet pouvait avoir cette particularité à exhauster le côté salin d'une préparation. Donc là, en l'occurrence, avec le beurre salé présent dans le 4 quarts de millet, puis observer plus ou moins de salinité qui ressortait avec telle ou telle farine. Exhausteur, oui, c'est-à-dire que vraiment Ouais, ça fait ressortir même s'il y en a peu. exactement, ouais, on a observé voilà, vraiment que voilà, sur certaines variétés, on avait le côté salin du beurre qui ressortait le plus, ce qui peut être très intéressant, voilà, d'un point de vue pâtisserie ou même d'un point de vue cuisine salée. Pour limiter les apports de sel, tout simplement, dans certaines préparations. On peut penser voilà, à des régimes spéciaux sans sel qui peuvent être, euh, qui peuvent être agrémentés de millet pour voilà, garder cette sensation quand même d'assaisonnement et à moindre frais, voilà, si je peux dire. Et donc voilà pour les tests qu'on a réalisés cette année. Donc voilà, ça s'est déroulé sur 3 jours. Donc les 2 premiers jours, on a vraiment cuisiné en fait sur toutes les recettes que j'ai dénoncées. Et le deuxième jour, en fait, on a dégusté le millet. À partir du deuxième et troisième jour, on a commencé les dégustations. Et là, ça nous a pris un bon temps pour vraiment se focaliser sur chaque millet, la texture, le goût, et vraiment essayer de noter au plus juste les différences, enfin voilà, les caractéristiques de chaque millet. Donc voilà, je pense que vous aviez d'accord pour dire que qu'on a beaucoup mangé de millet pendant ces 2 jours, et du coup, voilà, c'est pas tout le temps évident d'être objectif et d'avoir les mots justes sur la dégustation, mais voilà, on a essayé de faire au mieux là-dessus. Ouais. Merci, Euh, Xavier, tu veux compléter quelque chose? non, mais c'est très bien résumé, hein, le travail qu'on a fait, effectivement. Je sais pas si tu as remangé du millet depuis. J'en j'en ai pas mangé. Non, j'en ai pas mangé, effectivement, mais C'est trop. je Ça fais fait. ça de trop. Ouais, je pense que j'ai eu ma dose pour le mois, mais bien envie de retenter des recettes, tenter des recettes là bientôt pour l'ouverture de la gagnette. En tout cas, moi, j'ai pu en refaire dans une manifestation, mais pour revenir à l'expérimentation, c'était vraiment ça. Après, la difficulté est peut-être que dans un troisième temps, si on refait un troisième travail, il faudra peut-être aussi qu'on ait, par exemple, sur le vocabulaire de dégustation, on s'est mis d'accord, Robin et moi, sur quelques mots qui étaient signifiants pour nous, mais peut-être que on gagnerait en complexité, et peut-être que là, il faut associer peut-être un autre professionnel
plus sur la sémantique de la dégustation, par exemple, parce qu'il y avait des subtilités parfois qui étaient voilà. Après, tout ça est très subjectif. Hein, on est à deux. Et très certainement que nous, ce qu'on a proposé à la fin, c'est que peut-être on élargisse aussi le champ à d'autres cuisiniers qui n'ont pas forcément sur le travail de sélection comme on a pu le faire, mais sur la créativité en cuisine, et puis voir dans d'autres contextes comment les cuisiniers s'en emparent au-delà de ce qu'on a pu faire nous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce travail comme tu l'as dit, très très fastidieux, mais aussi qui a besoin de rigueur pour qu'on ait vraiment tous les millets traités de la même manière. Et ça, c'était très important. C'est pour ça qu'il fallait absolument que ce soit simple. Sinon, on allait fausser trop de repères. Euh, et c'était intéressant la dégustation parce que moi, j'ai longtemps considéré que par exemple, les amoureux du vin, je trouvais ça dingue. Ils arrivent à déguster 40, 50, 60 vins dans une même journée sans rappeler. Et je trouvais ça fou. Et moi, je suis convaincu que j'arriverai jamais à faire ça. Ça m'intéresse pas d'ailleurs. Par contre, je me suis surpris, en me concentrant sur le millet, à être capable, jusqu'au bout, de déguster une quarantaine de variétés différentes. Et voilà, je me suis surpris moi-même. Ça demande de la concentration. Mais quand c'est bien préparé, euh, voilà, c'est aussi peut-être la qualité de cuisinier d'avoir cette capacité à avoir une mémoire, une concentration sur le goût. Parce qu'on a vu en invitant l'équipe de Véronique, ils avaient saturé assez rapidement. Mais finalement, avec l'expérience, c'est pas inintéressant. Bon, après 40, c'était peut-être un peu beaucoup. On pourra s'alléger la tâche la prochaine fois. Oui, ça devait être une sacrée logistique, même pour pas s'embrouiller et bien toujours avoir la variété qui correspondait à un numéro et ensuite être en capacité de renoter sur le bon numéro. Enfin oui, j'imagine que c'est toute une organisation aussi à anticiper et qu'on voit aussi au champ, mais qui se reproduit justement dans la cuisine, quoi, de gérer cette diversité pour être en capacité de transmettre, c'est un gros travail, quoi. Parce que justement, je voulais peut-être juste rapidement revenir sur cette question de l'objectif. En fait, on en a déjà un peu parlé tout au long de l'entretien, mais euh, l'objectif de toute cette expérimentation, si je comprends bien, c'est de faire en sorte en fait que on se réapproprie entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais qu'on recultive du millet, que des cuisiniers aient de nouveau envie d'en cuisiner, et donc aussi d'avoir testé les variétés. C'était dans l'idée de trouver des variétés qui soient intéressantes pour certains usages, des usages salés, des usages sucrés, euh, potentiellement des variétés aussi qui soient mixtes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ça, est-ce que des différences, est-ce qu'il y avait certains millets qui étaient peut-être plus adaptés aux recettes salées, aux recettes sucrées? Vous avez déjà un peu parlé de l'effet exhausteur, toujours en gardant en tête cet objectif de comment on transmet aux cuisiniers qui voudraient utiliser du millet dans leurs recettes, quoi. Bah, c'est vrai que il y a des millets qui sont nettement sortis d'un point de vue gustatif, que c'était souvent les mêmes qui ressortaient sur les différentes recettes qui étaient employées. Il y en a pas beaucoup sur la petite quarantaine qu'on a testée. Je dirais que Xavier, tu me coupes s'il faut, mais je crois qu'il y en avait 5-6 qui étaient vraiment intéressantes. Il y a vraiment des variétés qui sortent du lot d'un point de vue texture, d'un point de vue goût, quoi, tout simplement, qui vraiment développe des caractéristiques de céréales très marquées, voilà, qui sont propres au millet. Il y a des variétés qui, à l'inverse, sont vraiment pas intéressantes parce que une fois cuite, la céréale ne se tient pas, il n'y a pas de goût particulier. Donc voilà, je pense on est d'accord pour dire que les variétés qu'on a le plus appréciées sont les variétés de millet japonaises, les Equinocoa, qui sont des variétés de millet qui sont quand même très différentes des millets communs, de Ok. par leur couleur, de par leur texture, de par juste visuellement la graine est très différente. On se rapproche vraiment, c'est une graine qui est beaucoup plus foncée, et au goût ça se rapproche étonnamment du blé noir. Ok. Ouais, Ah, c'est drôle. ouais, c'est très 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 proche et très intéressant.
à travailler. Ok. Et oui, l'équinocloa qui est une espèce différente du coup par rapport au millet commun, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Une famille d'espèces. Alors moi, j'ai pas encore j'ai pas les mots pour définir un peu ce qui est Equinocloa. Je pense que c'est une variété parmi les variétés, un groupement de variétés parmi les variétés. Thomas, il nous explique. Ouais, Thomas sera plus apte à définir exactement ce qu'est un Equinocloa, je pense. Ok. Mais peut-être pour compléter ce que tu disais, Robin, effectivement, la sélection, c'était aussi de se rendre compte que parfois certains millets peuvent être très intéressants en farine, mais pas forcément pour le reste. Après, il y a très peu de variétés finalement qu'on a trouvé intéressantes pour nos cuisiniers, pour peu qu'on insiste sur le goût. L'idée, c'est pas que le cuisinier dise, c'est ce millet-là qui est adapté à la cuisine, parce que, enfin, il peut le dire, mais ça va pas être suffisant pour la sélectionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a un retour vers Thomas, effectivement, qui lui-même va croiser nos impressions avec l'évaluation agronomique. Et si un millet nous paraît très 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 intéressant, mais qui n'a aucune productivité ou qui présente des fragilités que j'imagine pas d'ailleurs, qui s'avère très très compliqué à remettre au champ, et voilà, on pourra garder le souvenir de la dégustation, mais je suis pas sûr que ce soit économiquement intéressant de le remettre en culture. Et c'est ce travail-là d'aller-retour qui est intéressant. Et peut-être que certains millets sont destinés, on le verra à la fin de l'expérimentation, mais sont destinés exclusivement à l'usage en farine, par exemple, parce qu'ils montrent par ailleurs peu d'intérêt pour la forme graine. Et effectivement, il y a des millets qu'on a dégustés qui présentaient manifestement des gros défauts. Alors ceux-là, pour le coup, même si agronomiquement ils sont intéressants, il y a aucun cuisinier à qui je peux faire la promotion auprès de qui je peux faire la promotion de ce millet-là. Donc c'est une façon de sélectionner, de participer à la sélection. Donc ça, c'était intéressant. Et heureusement qu'on a terminé par les équinocloas, parce que moi, j'avoue que c'est ceux-là que je voulais, qui m'intéressaient le plus, parce que je les connaissais absolument pas, et on Ok. savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Mais heureusement qu'on les a goûtés en dernier, parce qu'effectivement, c'est les plus intéressants. Et je pense on aurait bâclé le travail sur les millets communs euh, après cette dégustation. Ça, le meilleur pour la fin. C'est ça. Ouais, exactement. Là, ça avait tout son sens. Mais oui, c'est effectivement la beauté, entre guillemets, et la complexité de la gestion de la diversité et qui est un nouvel apprentissage aussi, quoi, de comment on croise les caractéristiques agronomiques et gustatives et ensuite comment on conserve aussi de la diversité au sein de ces mélanges, quoi, parce que finalement, c'est aussi une des conclusions de pas mal de projets de recherche de dire, OK, la diversité, elle est facteur de résilience, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans le choix des populations. Et donc, comment on trouve un équilibre entre tout ça, c'est super intéressant, quoi. Oui, alors pour compléter ce que tu dis, effectivement, c'est aussi un travail que j'ai compris avec les artisans semenciers, c'est de cesser avec l'objectif de la lignée pure, et qu'à un moment donné, c'est bien en mélangeant biodiversité, c'est bien ça aussi. J'ai pas l'intérêt d'aligner des lignées pures les unes à côté des autres et de les traiter séparément. Et vraisemblablement que on refait la même chose avec Robin dans 5 ans, avec des variétés vraiment, enfin des populations hétérogènes. Alors là, pour le coup, certainement qu'on fera pas du tout les mêmes dégustations et on trouvera peut-être plus d'intérêt sur certaines variétés. En tout cas, oui, moi je crois beaucoup à ce que tu viens de dire, et c'est même, on en est qu'au tout début. Mm. Après, il y a aussi, moi je connais peu les critères agronomiques qui vont permettre la sélection, mais j'imagine bien que on peut très bien, je pense qu'il faut garder de l'intérêt gustatif, mais il faut aussi qu'on nourrisse, qu'on nourrisse en nombre et de façon qualitative. Et quelquefois, moi, je suis pas choqué qu'on sélectionne une graine qui aurait pas forcément un goût optimal, mais qui a une capacité de production intéressante, tant qu'elle est cuisinable. Voilà, et on l'a bien vu sur la première partie avec Maxime, sur la première expérimentation, où là on a vraiment testé le millet dans plein de recettes. Finalement, le millet est essentiellement un support avec lequel on fait des recettes, et il s'efface. C'est une structure nutritionnelle, mais c'est une structure physique
pour faire une pâte, pour faire une galette, pour faire un gratin. Et là, le goût du millet s'efface derrière la sauce tomate, derrière une garniture, derrière des herbes, etc. Donc, le goût, c'est super intéressant pour nous parce que c'est un peu notre métier et puis ça nous aide. Mais parfois, c'est pas le critère essentiel. Et je préfère un millet qui soit peut-être un peu plus neutre, mais qui soit vraiment productif et qui arrive dans les assiettes pour nourrir autrement. Voilà, parce qu'il peut passer au second plan. Ouais, ce qui donne aussi une accessibilité à la céréale, quoi. Parce que si les productions sont faibles, c'est vrai, bah, ça va donner une céréale qui sera pas forcément accessible à tous. Exactement. Mm. Oui, en termes de prix, en En termes termes de de coût. prix, ouais. Et puis d'autant que donc tu as parlé de la possibilité de réduire le sel avec certaines recettes, mais vous me corrigez si je me trompe, mais je crois qu'aussi il y a un intérêt par rapport à l'indice glycémique du millet. Il me semble qu'il est très bas. Ouais, est-ce que vous Exactement. avez des infos là-dessus? Alors, oui, exactement. C'est pour le coup dans les desserts, et on l'a bien vu. Je pense que l'exhausteur, ça marche aussi sur le sucre. Et donc il y a ça, on l'avait déjà vu avec sur la première expérimentation. Donc il y a forcément une possibilité de revoir les quantités de sucre dans les recettes, le pourcentage de sucre. Ça, c'est une évidence. Ouais, ouais. Et ça, Ok, c'est caractéristique avec toutes les farines qu'on a pu goûter. ouais, super. Bah, du coup, comme tu parlais de recettes, Xavier, je pense que les auditeurs, auditrices meurent d'envie d'avoir un exemple de recette à base de millet. Est-ce que vous avez un exemple, une recette qui vous a marqué, je sais pas, que vous avez envie de présenter? Alors après, si vous voulez, on pourra mettre le détail peut-être en description de l'épisode, mais si vous voulez la présenter globalement là, ça pourrait vous intéresser. Robin, tu veux prendre la main? Sur une recette du coup à base de millet. Ouais. À base de millet, bah, moi j'ai beaucoup apprécié les financiers au millet que l'on a pu faire l'année dernière à la basse-cour. À base de farine de millet et avec des graines de millet torréfiées sur le dessus. Financier très simple, hein, c'est un biscuit classique de la pâtisserie française, à base de beurre noisette, de blanc d'œuf, de sucre et de farine de millet. Et donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et ouais, moi c'est quelque chose que j'apprécie sur le côté pâtisserie. En tout cas, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après, il peut être utile en salé. Moi, je l'utilise plus comme comme garniture en fait. Ça peut être aussi mélangé avec des herbes, pour faire un taboulé à la libanaise avec plein d'herbes, plein de condiments, voilà, quelques du cumin. Enfin, je trouve que c'est super aussi de ce point de vue-là en salade, côté très frais. Ouais, je trouve que ça se complète bien avec cette céréale. Merci. Xavier, est-ce que toi, tu as une recette que tu retiens particulièrement? Oui, d'une manière générale, l'idée c'est de comprendre que ça reste une céréale et que tout ce qu'on peut faire avec du blé peut être fait avec du millet. Déjà, je pense que c'est une première idée qui permet de l'utiliser sans trop se poser de questions, sans avoir de peur particulière. Et puis, moi, je partirais sur une recette très simple, celle qu'on a utilisée dans les deux lors des deux expériences, c'est la petite galette de millet. Je dis très simple parce que c'est aussi une façon très simple d'appréhender et de le faire aimer à tous. Donc le principe est très simple, c'est une cuisson à l'eau du millet, un volume de millet, un volume et demi d'eau, un petit peu de sel. On porte les deux, on chauffe les deux. Quand l'eau bout, on verse le millet dans l'eau, on couvre, on baisse le feu au minimum. 20 minutes après, c'est cuit. Là, on peut pas se tromper. Et à partir de ce millet qui a été cuit, effectivement, on peut en faire ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime bien en faire, c'est ce petit appareil d'œufs et de yaourt euh, que je mélange au millet cuit. Et ça me fait comme un appareil un peu épais que je dispose sur une plaque de cuisson en forme de petite galette, format cookie par exemple. Et je le passe au four 10 minutes à 180 degrés. Et quand ça sort du four, vous avez ouais, un peu coloré, un peu torréfié. Il y a une bonne odeur de céréales torréfiées et ça fait une base de quiche, de mini pizza. Vous pouvez juste y rajouter une petite sauce tomate, des herbes, un morceau de fromage, le repasser, le gratiner. Et ça et je trouve que c'est super parce que c'est facile à mettre en œuvre, ça coûte pas cher
et c'est déclinable avec un pesto, avec j'ai dit une sauce tomate, mais aussi avec des légumes, et on peut le présenter sous forme de voilà, pour le faire aimer aux enfants par exemple, ça a le visuel d'une petite pizza, une mini pizza. Bon, les enfants, faut jouer avec ça, hein, sinon s'ils n'ont pas leurs repères, c'est compliqué de leur faire aimer des choses qu'ils connaissent pas. Euh, mais si on pense que ça passe par eux, bah faut faire ce petit effort-là. Et puis cet appareil-là, on peut s'en servir comme ça, sous forme de mini galette. Mais on peut s'en servir aussi de base de gratin, plutôt que de faire une pâte à fond de tarte, par exemple, plutôt que d'utiliser un fond de tarte classique. Et ben on peut utiliser cet appareil dans le fond d'un cercle à tarte, par exemple. Et alors, il y aura pas les bords qui remontent, mais on a une bonne base céréalière pour y rajouter, pour en faire une quiche, pour en faire un gratin de légumes, voilà. Donc cette recette de base, elle me plaît bien parce qu'on peut l'utiliser dans plein de situations différentes. J'ai rien inventé, hein, c'est d'autres cuisiniers de collectivités qui ont trouvé cette astuce-là avec les céréales en général, et j'ai juste eu à remplacer la semoule par le millet, en fait. C'est réalisable avec tout type de céréales. Waouh, en tout Exactement. cas, ça donne super faim. Merci beaucoup. Et ben, on arrive à la fin de l'épisode, je pense. On va pas avoir le temps. Il y avait encore plein de questions que j'avais envie de vous poser, mais bon, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc ça fait déjà beaucoup, je pense. Je vous propose pour conclure, de nous dire comment vous, en tant que, même si on l'a déjà abordé pendant tout au long de l'épisode, qu'est-ce que vous, en tant que cuisinier, ça a touché de faire ce travail avec le millet? Voilà, est-ce que vous avez d'autres projets de ce type, d'autres envies de tester d'autres espèces, par exemple? Ouais, bah, moi, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant, c'est de participer à ces recherches. Bah, c'est agréable, en fait, en tant que cuisinier, de pouvoir mettre à profit ses compétences, en fait, pour cette cause-là. Et j'ai hâte de voir le résultat, en fait, de voir le retour, de savoir si les millets qu'on a retenus sont intéressants aussi au champ et s'ils vont être implantés dans la région dans un futur proche ou moins proche. Et en tout cas, ouais, c'était très riche comme expérience. Et, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et si il y a une autre session l'année prochaine pour continuer ces recherches, ce serait aussi avec plaisir. Mais pour ma part, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un côté vertigineux quand on approche le travail de la recherche, parce que quand on voit le temps que ça prend entre la première mise en culture, les, les récoltes qui sont trop faibles pour pouvoir expérimenter, donc ça prend des années. Et quand je vois donc c'est vertigineux parce que voilà, je pense qu'on maîtrise, enfin on comprend tous bien le travail qu'on a à faire sur notre alimentation. Et, et quand je vois le temps que ça prend sur une petite étude, sur une très très circonstanciée, et qu'on l'extrapole à tous les sujets alimentaires pour remettre de la biodiversité cultivée justement, ça demande des moyens et du temps colossal. Et je mesure le fossé qu'il y a entre ce que nous on appelle l'innovation et ce qui est entendu par innovation en général. Je pense que comme on l'a fait en tout début de podcast, c'est bien de définir de quoi on parle, les mots qu'on utilise. Et je pense que là, pour le coup, ça serait intéressant que des semenciers, des maraîchers, des agriculteurs, et des scientifiques et des cuisiniers définissent eux-mêmes le mot innovation. Parce que moi, ce qu'on est en train de faire, pour moi, fait partie de l'innovation. Et il y a énormément d'innovation à mettre dans le travail au champ, dans le travail en laboratoire, dans le travail en cuisine. Et c'est pas la définition commune de l'innovation. Donc moi, ce travail-là m'a confirmé qu'il fallait absolument qu'on soit très, très vigilant sur les mots qu'on employait et qu'on les définisse à chaque fois. Ce qu'on a fait est un travail de recherche et d'innovation. Et qu'à ce titre-là, il y a besoin de mettre énormément de moyens là-dessus plutôt que sur de la technologie pure. Même si je refuse pas de temps en temps une aide technologique, c'est pas la question. Mais ça peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Donc quand on parle de bien manger, c'est super important de le définir. Ça veut dire quoi bien manger?
On a parlé en tout début aussi des métiers du vivant, et je pense que nous participons aux métiers du vivant, chercheurs, cuisiniers, maraîchers. Faut le définir parce que il y a aussi des dérives sémantiques. Il y a des organismes de formation à l'agriculture intensive qui parlent de leur implication dans l'agriculture du vivant. J'aimerais qu'ils le définissent eux-mêmes, ce vivant, parce que je suis sûr que c'est pas la même définition que nous. Donc voilà, c'est un côté vertigineux et ça nous oblige. Voilà. En tout cas, nous à l'USPG, ça nous oblige à être encore plus précis dans les termes qu'on utilise et qu'on assume les définitions qu'on en fait, pour justement ne pas être confondu avec d'autres qui s'exonèrent de toute définition et qui par pure communication, utilisent les mêmes mots que nous, alors qu'on ne participe pas au même monde. Donc la recherche, moi, ça m'a évoqué tout ça. Et effectivement, si on doit continuer, là, je pense que ça serait intéressant d'élargir le cercle des cuisiniers, et puis peut-être d'avoir une rencontre. Alors la conclusion est pas faite sur cette étude-là, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir une rencontre aussi technique, professionnelle, de métier, parce que je trouve qu'on est encore trop dans nos silos professionnels, et que c'est important que les uns et les autres comprennent les contraintes des différents métiers ou des avantages à travailler ensemble. Donc voilà ce que ça m'évoque pour terminer. En tout cas, merci beaucoup à Robin de m'avoir accueilli dans sa cuisine en plein hiver. Et puis n'oubliez pas, du coup, pour sauver la biodiversité, mangez-la. Merci. Merci Emma. Merci infiniment à Robin et à Xavier pour leur enthousiasme à partager ce qui les anime dans leur métier. Vous nous direz en commentaire. Mais moi, de mon côté, j'ai trouvé cet échange passionnant parce que je suis convaincue que c'est très important de croiser les différents métiers autour de l'alimentation pour expérimenter sur la biodiversité cultivée et pour aller toujours plus loin dans le bien manger. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous savez que pour nous soutenir, vous pouvez aussi vous rendre sur Libérapay si vous avez les moyens de faire un don pour aider à couvrir le financement de ce podcast. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Facebook et Instagram. À bientôt pour un nouvel épisode.